Alors là, ce qui a joué, c'était le point exact où je me trouvais dans mon propre itinéraire. J'étais arrivé, grâce à un très très grand maître, qui est Lévinas, à me tourner vers les textes de l'hébreu, mais j'étais très ignorant. Donc je ne pouvais pas encore aller au texte directement. Le temps des disciplines d'apprentissage est long, et l'ardeur de connaître était grande, donc il fallait que j'aie des traductions. Je ne suis pas tellement bon en anglais, donc c'était fatigant pour moi de lire les textes en anglais, etc. Donc après avoir épuisé, c'était vite fait, hein, les traductions françaises, j'avais une envie folle que des grands textes soient traduits en français. Mais pour moi. Donc quand ils m'ont parlé de cette maison d'édition, je leur ai dit oui, mais à condition qu'il y ait des choses sur les textes d'hébreu et d'araméen. Déjà, je n'avais plus de goût vraiment très très fort pour l'édition en général. J'avais été, depuis la dissolution du mouvement de la gauche prolétarienne, très lié aux différentes maisons d'édition, à Gallimard par Sartre, au Seuil par des copains qui avaient des directions de collection, etc. Donc il y a eu un moment où j'étais très proche du milieu de la grande édition. C'était déjà passé ce temps-là. Et donc rien ne m'intéressait vraiment que ce que je leur proposais. Évidemment, ils m'ont dit oui tout de suite. Et donc, il faut voir que Verdier est né sous l'effet d'une grande décision de pensée. C'est-à-dire, c'est pas né parce que tel simplement aimait les livres. Ça peut être important. C'est un amour suffisamment fort du livre pour faire une maison d'édition. Mais là, c'est plus profond. Plus profond. Ça s'inscrivait exactement dans le passage de la phase toute politique à une phase d'interrogation, mais pas d'interrogation qui tourne en rond, une interrogation qui était en train de percer un horizon depuis longtemps enfoui. Or ça, c'est de très très grande portée pour l'avenir de la maison, pour son allure. Donc on a créé cette collection, des 10 paroles, et en un sens, et pas simplement budgétaire, cette collection allait donner le ton pour le reste. C'est curieux. Quel rapport entre le guide des égarés de Maïmonide et puis tel ou tel livre de pensée qu'on a pu sortir. Et en fait, si on revient à la décision originelle, qui était de mener de manière radicale l'interrogation née de l'échec de la vision politique du monde, les choses deviennent tout à fait intelligibles. Premier relais à la collection des 10 paroles, évidemment, le relais obligé, la philosophie. Alors, pas la philosophie telle qu'elle s'est jouée sous les oripeaux de la nouvelle philosophie, pas une philosophie visant à donner des aliments à la demande, qui était une demande d'opinion, hein. Même si, notre vieil ami Maurice Clavel avait lancé la formule de journaliste transcendantal, à l'époque, ça signifiait quelque chose chez lui, mais enfin, c'était devenu d'une vulgarité accablante. Donc il fallait une philosophie, disons le mot, mais en rappelant que ce mot n'allait pas de soi, que ce mot d'être prononcé était déjà un événement de la métaphysique, de la pure métaphysique. Cela nous amène à Damascus, d'un côté,
et un peu plus tard la collection de l'islam spirituel, en passant par le livre de Guy Lardreau. Alors voyons les choses. Damassus, c'est simple, c'est la plus vieille tradition de pensée haute, occultée dans l'université, la plus vieille tradition de pensée occidentale, qui était le relais obligé pour la collection des 10 paroles. Au même titre que, à peu près à toutes les générations importantes, il y a eu de discrets dialogues entre des grands maîtres de la tradition d'Israël et puis des platoniciens. Les choses se sont faites à la fois d'emblée, c'est-à-dire je découvrais la profondeur du platonisme pour mon propre compte et j'apprenais en même temps que c'était pas d'aujourd'hui, que déjà hier cette rencontre s'était faite, ce qui ne faisait que renforcer évidemment la décision d'aller dans ce sens-là. J'avais dans mes recherches, alors là strictement liées à la philosophie, j'avais découvert dans la bibliothèque de la Sorbonne, dans les thèses dactylographiées, le doctorat de Marie-Claire Galperine sur le néant chez Damassus, et ça avait été pure splendeur, une lecture splendide. Et j'avais ça dans la tête, donc c'est toujours comme ça qu'on a pris toutes les décisions ici. J'ai dit, mais il faut ce texte, et je crois que c'est Bob qui a écrit une lettre à Marie-Claire. Bon, elle a répondu, et quand le livre a vu le jour, ce fut une grande chose. Notez bien donc, et ça fait partie du style, bon, mais repérable immédiatement par quiconque du catalogue, que aucune préoccupation économique n'entre en jeu. Parce que si vous avez ouvert le Damassus, alors si c'est budé, la vieille collection des belles lettres, on comprend qu'il n'y ait pas de préoccupation budgétaire, mais enfin, une petite maison d'édition, non, ça ne se compare même pas, à mon avis, aux éditions de Minuit. Parce que les éditions de Minuit étaient portées par un courant social. Et un courant social est toujours prometteur, même si au début il est minoritaire. Là, c'est autre chose. C'est beaucoup plus discret. Donc les effets économiques sont beaucoup plus rares, beaucoup plus difficiles à produire. Et ça n'a jamais compté. Jamais compté. Non, il faut que vous vous rendiez compte de la chose. Et que 3 personnes en permanence, en 20 ans, qui auraient pu, comme n'importe qui, faire de l'argent par ailleurs, s'occupent de ça, c'est pas non plus très courant. À une époque qui n'est plus l'époque militante.